Au Liban, ce n'est pas que l'aide pour une victime n'est pas disponible, elle est souvent inaccessible. Les soins médicaux, il faut les acheter. Si les gens n'ont pas l'argent, l'aide peut exister, mais c'est resté inaccessible. L'idée était initialement assez simple. C'était lors d'une visite au Liban où je parlais avec les autorités nationales. Après la guerre, bien évidemment, l'aide avait déjà bien repris. Je parlais des besoins d'une manière générale, du déminage, des victimes et d'autres besoins. Et les autorités m'ont assez vite signalé qu'il y avait toute une couche de la population affectée par la guerre qui semblait avoir été oubliée. Et on m'a confronté relativement rapidement avec une liste de 400 victimes, je dis de mines, mais c'est pas uniquement des mines, des explosions, victimes de guerre, dont passablement d'enfants et d'adolescents, dans des conditions extrêmement difficiles, qui étaient exclus de l'aide, qui n'avaient pas un accès à l'aide, en fait, qui étaient délaissés à eux-mêmes, sans l'aide médicale nécessaire, sans les transports nécessaires. Et quand j'ai appris ça la première fois, je me suis dit, mais il faudra peut-être se mobiliser pour aller à bout de cette question-là, voir ce qu'il y a réellement comme besoin et apporter notre aide modeste. كنت مريض، كنت عامل عملية قلب مفتوح وتفاجأت بصوت القذيفي لما طلعت، لكن تأثرت كابني، لكن لما عرفت الهدف قلت فليكن ابني ويزمطوا 5 أولاد أو 6 كانوا عمر الطفل فيهم 5 سنوات 6 سنوات، الكبير 7. فقلت أني إنقاذ هالأرواح هيدي مقابل إصابة ابني كانت سهلت علي المسألة، يعني سهلت كثير علي هيدي. أنا من بعد ما عمل العملية الثانية وضيقت بالمبلغ وما زلت رازق تحت دين منه، وأجتني العملية الثالثة والإف اس تي، بعتبر إنه ساهمت بإنقاذ حياة ابني من العطب الأخير، يعني كانت لو ما يعمل هي العملية لكان عنده العطل أكثر، فسهلت علي يعني حالة ابني إلى الأحسن، رغم إني بعدني عم عاني من العملية الثانية اللي عملها وإلا ما كنت في عملتها، لأنه هذيك بعد الدين علي، كيف إذا بدي أعمل هذه مين بده يعطيني مصاري؟ Quand on a vu les listes des 400, on ne se rendait pas nécessairement compte des besoins qui se cachaient derrière. Nous avons en réalité pas visité les 400, nous avons visité à peu près 80 de ces familles, et déjà au bout de 80, nous nous sommes rendus compte de l'ampleur du problème. Et avec les moyens modestes de l'association, nous nous sommes vite rendus compte que ça va être une petite aide qu'on peut apporter. On ne peut pas régler globalement le problème de ces 400 victimes. Alors nous nous sommes focalisés sur 34 cas précis, qui sont surtout des jeunes, des adolescents, des enfants, mais aussi certaines personnes âgées, et nous avons essayé d'apporter une aide directe, simple et directe pour ces gens nécessiteux. Et cette aide a été apportée d'une manière très individualisée. Dans chaque cas, on est allé voir où les gens habitent, quel est le problème, est-ce que c'est un problème médical, est-ce que c'est une prothèse, est-ce que c'est un appareil auditif qu'il faudra, est-ce que c'est un transport pour aller accéder à ces soins quelque part. Et dans chaque cas, on a essayé de cibler notre aide et d'apporter quelque part notre petite contribution à ce que ça aille mieux. Mais sans prétention d'avoir réglé le problème, parce que souvent les gens blessés par les guerres, c'est pas parce qu'ils ont les soins médicaux aujourd'hui qu'ils vivront de manière acceptable les prochains 10 ans. Là, si vous n'avez pas d'argent ou si vous n'êtes pas soutenu par votre famille qui est à l'étranger, qui peut vous envoyer de l'argent, eh bien vous êtes livré à vous-même. Vous n'avez aucune autre solution que justement d'espérer qu'une organisation humanitaire puisse vous retrouver et vous prendre en charge. Il faut dire qu'il faut avoir l'esprit un petit peu ouvert et ne pas se cantonner, si vous voulez, à une petite partie qui se limite, un périmètre qui se limite à l'endroit où on habite. Je crois qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et il faut reconnaître aujourd'hui que l'explosion de la technologie permet de suivre un petit peu tout ce qui se passe dans le monde entier. Et je crois qu'on a suffisamment parlé du Liban pour que ce problème-là nous soit à cœur.
Ce qui nous a incité à nous mobiliser, c'est un drame familial. Hein. C'est la perte d'un membre de notre famille, délégué CICR, Jenny Fournier, qui a été victime d'une mine en Casamance. Et avec mon épouse, avec mes filles, on a parlé en famille en disant mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de bien de ce drame, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et là est née l'idée de nous engager, de nous lancer dans un projet familial et de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes des mines et soutenir les organisations qui luttent contre les mines. Des civils qui meurent, c'est vraiment injuste parce que eux ont vraiment rien à faire dans l'histoire et surtout des enfants qui sont même pas au courant de ce problème puis qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. La pitié, c'est trop facile. Non, il faut de l'empathie, il faut essayer de changer quelque chose, leur dire que demain ce sera meilleur. Leur faire un saut, leur faire sourire, leur faire montrer que aujourd'hui on peut changer quelque chose si on essaye. Même si on récolte pas l'argent qu'on a cru qu'on allait récolter, même si on n'a pas eu le soutien qu'on a cru qu'on allait avoir, le mieux c'est toujours de dire qu'on fait du bien à quelqu'un et que le plus petit qu'on fait peut faire de grandes choses. Au départ, notre engagement premier consistait à financer la production d'une brochure qui était destinée aux enfants des écoles dans les villages du Sud-Liban, une bande dessinée, son nom Nour et Noura. Et ensuite, quand la brochure s'est imprimée, on était plus ou moins vers la fin juin. Là, les enfants des écoles au Liban terminent leur scolarité. La FSD craignait des recrudescences d'accidents. Voilà, parce que les enfants sont hors période scolaire, les villages n'ont encore pas forcément tous été correctement nettoyés. Donc là, la FSD nous a proposé de financer des camps de vacances. On a trouvé cette initiative vraiment très sympathique et très intelligente. Donc il y a eu des camps qui ont été financés pour plus de 600 enfants au Sud-Liban, dans les villages du Sud-Liban, ce qui permettait via l'organisation de ces activités indirectement d'avoir un œil sur les enfants, d'éviter des accidents. Et le dernier volet du projet que nous a proposé, et c'est clair que pour nous c'était aussi plein de sens, consistait à soutenir des victimes, des enfants en particulier, qui eux malheureusement avaient été victimes d'une mine. Et là on nous a présenté, montré la nécessité de venir en aide à ces victimes qui n'avaient pas forcément tous les services médicaux nécessaires dans cette région. La FSD France a intervenu pour mettre le cortège pour la fille et pour faire la maison. La maison était horrible. La FSD et une autre organisation norvégienne sont intervenus pour la maison, le waterproof, la terre, c'était du béton. L'atelier de couture à elle après. Aujourd'hui, on continue avec la physiothérapie, avec des consultations du médecin et tout. Et l'autre organisation paie les frais pour le taxi pour qu'elle aille à l'école. C'est une école spécialisée juste pour les handicaps. Marhaba. Kifak. Il ne faut pas oublier, depuis la création de l'association, pendant toute la première année, nous avons fait rien d'autre que d'essayer de réunir des personnes avec des connaissances de ce métier d'assistance aux victimes, et aussi des gens qui ont des connaissances des pays où il y a ce genre de situation. Et nous avons fait des visites sur place pour identifier bien le cas. Ça s'invente pas comme ça. On ne peut pas tout simplement prendre un peu d'argent, dire on fait de l'aide et aller dans un pays pour aider. Non, il faut commencer comme très doucement à établir des critères. Et il y a un grand travail à faire au préalable pour se rendre acceptable déjà dans le pays d'intervention par les autorités locales, nationales. Il faut respecter les règlements en vigueur, il faut respecter les rôles qui existent déjà dans ce pays. Et c'est uniquement si on fait ce grand travail au préalable qu'on va finalement être en mesure de vraiment apporter une aide ciblée et efficace.
بعدين بنضطر انه نحطه بالصف قدام مشان يعني يرتاح اكثر شوي، لانه ورا ما بقاش يركز اصلا. وما عنديش امل تاني اصلا يعني هن املنا الوحيد انه نطلع لبرا ونشوف اذا فينا ارجع او لا. وبالنسبه للبلد هون ما بعرف، مستقبل غامض، ما عارفين شو بيصير علينا يعني. حتى هو مستقبله بيكون صعب اكيد بهالبلد هون يعني. اي ما حرام طلع بحدا يعني، اذا بدي يعطوا واحد يعطوا 300,000 يعني او $200 $300 هيدي اذا بدهم يعطوه يعني. قدمت له ورق يعني، قدمت على مجلس الجنوب وهيك مثل العالم يعني. بعد ما حدا اجى عنا شيء ابدا يعني. العملية اللي عملتها بدورته عملتها احسن يعني، ما عملتها حدا يعني. واخر عمليه هلا عنده عمليه كان وقدرش يعملها بتكلف في حدود $2500 يمكن. التقرير اللي عندنا تبع الدكتور شتان تبع $2500 موجود بعده؟ هذا بعد الحرب ولا قبل الحرب؟ بعد الحرب مش عارف. مين دفع؟ وين هذا؟ لا ما عملناش اخر وحده. ما عملناها. مين دفع؟ انا كنت ادفعهم. اذا فيل مين؟ وين فيك تشوفي لي التقرير وينه؟ فرجينا الان. التقرير اللي بده عمليه. في تقرير من الدكتور ياسر شلالة انه محمود بده عمليه تكلف $2500. Pour nous, c'est aussi l'expression quelque part de nos convictions et peut-être aussi de notre modestie. Nous, dans notre association, nous sommes convaincus qu'il est beaucoup plus intéressant et que l'impact est beaucoup plus grand si vous insérez dans un mouvement général d'aide et vous essayez d'être complémentaire par rapport à des grands acteurs qui sont déjà sur place, que par opposition, que de créer votre propre projet avec tout ce qu'il faut avec votre propre évaluation, etc. Je pense la complémentarité avec les grandes organisations, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour amener plus d'efficacité dans l'action. Si on fait l'opération est arrêtée, ça ne sert à rien. Ils n'ont même pas l'argent pour changer les lunettes. Et si les lunettes restent les mêmes, on n'a rien fait avec l'opération. Ce papa m'a énormément émotionné. Il n'a aucune ressource, il a frappé à toutes les portes et non, tout le monde avait une bonne excuse pour ne pas aider sa petite fille. Et juste à l'âge où effectivement la vue est très importante puisqu'elle va commencer bientôt l'école. Et là, moi je suis très content de voir que tout se passe bien finalement. Je crois que ce site montre la violence des combats. Il est complètement démoli et de l'extérieur, on penserait que c'est pas possible d'y habiter. Et pourtant, lorsque on est allé dans l'appartement des parents de la petite Zara, on a vu qu'avec 3 tissus, 2 fauteuils, ils arrivent à rendre une pièce tout à fait conviviale. C'est peut-être pas connu par beaucoup de monde l'action que nous menons, mais auprès des autorités locales notamment, je pense qu'elle est très très bien perçue. Les autorités locales nous ont d'ailleurs remercié à plusieurs reprises d'être transparents avec eux, de travailler main dans la main, de les prendre en sérieux. Et ça indique peut-être quand même dans ce type d'action humanitaire que des fois les organisations ont tendance tout simplement à mettre en œuvre un plan qu'ils ont conçu et peut-être sans toujours écouter les besoins exprimés vraiment par les nécessiteux, par ceux qui ont besoin de l'aide. C'est une MK2 là qu'on a trouvée ici, donc qu'il va falloir donc la détruire. Comme il y en a d'autres certainement dans le champ parce qu'on n'a pas encore fini le travail ici. Voilà, c'est une des pièces qu'on trouve ici, quoi. Il y en a beaucoup. Je sais que tout ce que je ramasse, tout ce qu'on va ramasser, qu'on va détruire, je sais que les enfants ne pourront plus s'amuser avec et il n'y aura plus d'accidents. C'est sûr, oui. Ici au Liban, ce que nous faisons, c'est que nous détruisons les sous-munitions qui ont été laissées par les bombardements israéliens lors de la guerre de l'été 2006. Il y a plus d'1 million de sous-munitions qui n'ont pas explosé à l'impact, qui provoquent des ravages énormes au niveau de la population. Nous savons que depuis 2006, donc en moins d'1 année, il y a eu au sud du Liban plus de victimes civiles provoquées par les sous-munitions que de victimes depuis 1975 des mines antipersonnelles depuis la guerre de 75. Il y a un travail encore énorme qui doit être accompli. C'est également, disons, des zones cultivables qui ne peuvent plus être
cultivée par les populations, il y a un besoin absolument énorme. L'ensemble des démineurs que nous avons formés ici au Liban proviennent des régions dans lesquelles nous travaillons, donc ça facilite également le contact direct avec les populations qui comprennent très très bien le travail que l'on fait et qui sont tout à fait conscientes que nous travaillons pour le bien des communautés locales. Généralement, ce sont les gens du pays qui nous informent qu'il y a des sous-munitions, c'est pollué par les sous-munitions ici. À ce moment-là, donc, on vient sur le terrain nous est donné par les UN. Pour les opérations. À ce moment, on vient sur le terrain et on va commencer à ouvrir nos boîtes par rapport à la munition qui a été trouvée sur zone. Donc on ne peut pas savoir au départ si c'est le centre du bombardement même ou ce sont des sous-munitions qui sont dispersées au départ. Donc en recherchant des boîtes de 50 par boîte de 50, on arrive à retrouver le centre donc, du bombardement. La danger, ça vient pas des... C'est-à-dire, la cluster bomb, ça saute pas sur nous. C'est nous qui saute là-dessus. Si on fait attention, c'est pas du tout danger. C'est-à-dire, les dangers, ça vient jusqu'à 90% moins avec les machines, avec toutes les études que nous donnent. Mon pays est joli, il faut que je le garde joli. Je dois me promener partout dans ce terrain-là. Et nous sommes dans un pays démocratique. Si je vais venir ici, par exemple, avec mes amis, c'est pas le cluster bomb qui va m'interdire avec le futur. Ouais. Je suis du Nord en fait, ici nous sommes au Sud. Je viens du Nord pour travailler ici. Oui, c'est une façon d'argent peut-être, oui, mais plus que ça, c'est quelque chose d'intéressant et de nettoyer le pays. Le Sud est le plus joli parti au Liban, c'est-à-dire. C'est une zone qui est très polluée au sud, une zone qui est très polluée au sud. On peut considérer que pour à peu près 15 hectares, à chaque fois qu'il y a une bombe qui est lancée, on peut dire que 15 hectares est pollué. Problème par un an en arrière, on va dire en septembre, octobre, juste à la fin de la guerre, les sous-munitions ont été lancées un petit peu partout dans les villages. Il a fallu faire ce qu'on appelle une urgence, qu'il fallait donc nettoyer autour des maisons et aux abords rapidement pour permettre à la population de revenir chez eux, quoi. Donc ce travail a été fait très rapidement. À ce moment, on trouvait beaucoup de sous-munitions parce que sur les abords dans les maisons, il y avait partout, même dans les arbres. Et ensuite, donc, ce sont les terres qui sont utilisées. Comme les oliveraies, comme les bananeraies, les champs de blé, tout ça, donc devient également une priorité. Mais la priorité numéro 1 a été la priorité, c'était les maisons et les abords. Déminer demeure une priorité dans la mesure où il s'agit de mettre un terme à l'épidémie de nouvelles victimes. Mais par contre, une victime, elle le sera toute sa vie. Et on sait qu'un enfant qui a perdu une jambe devra être appareillé et sa prothèse devra être changée tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 18 ans. Des familles qui ont des besoins, qui ont des moyens extrêmement pauvres, ne peuvent pas avoir accès à ce type de prise en charge. Il est impératif de s'occuper des victimes. Comme je dis, on a une liste de 400 victimes. Nous sommes tout fiers d'avoir traité 34 cas. Mais il reste encore énormément à faire au Liban et nous discutons aussi actuellement d'étendre notre action à d'autres pays, de préférence des pays où aussi des victimes ont été peut-être un petit peu oubliées. C'est au moins dans l'actualité, je pense à des pays comme le Laos, le Vietnam, certains pays de l'Afrique et pour autant que les moyens le permettent, nous rêvons de développer notre action sur ce terrain également. C'est peut-être aussi une image qui va toujours nous rester, c'est la page intérieure de la brochure Nur en-Noura, avec la photo de Jenny dans l'édito. Je suis persuadé que des gens au Liban vont voir cette brochure, vont peut-être la reconnaître parce qu'ils l'auront peut-être vue dans son engagement au Liban. C'était extraordinaire les gens qui nous ont aidés et on est fiers de pouvoir les montrer les résultats du projet. Oui, c'est clair, on est fiers. On est fiers de Jenny et ce qu'elle a fait et ce qu'elle représentait. Et puis on espère que le projet fait hommage à elle.